Dans la vidéo précédente, on a parlé brièvement de Cambridge Analytica, cette entreprise qui a utilisé les données Facebook de millions de personnes pour influencer notamment les élections américaines de 2016. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur cette affaire et essayer de comprendre ce qui s'est passé un peu dans les détails. Et pour ça, on va commencer par parler de Cambridge Analytica, l'entreprise, en dehors du scandale. Cambridge Analytica est fondée en 2013 comme une filiale du groupe SCL. SCL, c'est une entreprise britannique de communication politique et de communication comme outil militaire. Et Cambridge Analytica, c'est pensé comme la filiale spécialisée en politique américaine. Entre 2014 et 2016, Cambridge Analytica va être engagé comme outil politique dans un certain nombre de campagnes aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. En 2016, il travaille notamment pour la campagne politique de Donald Trump, ainsi que pour le Brexit, dans un mouvement pro-Brexit. Et ils ont notamment une recette secrète, c'est le ciblage psychométrique. Et cette recette, ils ne veulent pas en dévoiler le secret. Et en 2018, ils sont impliqués dans le scandale d'aspiration des données et ferment leurs portes. Ce qui se passe, c'est qu'en mars 2018, Christopher Wylie, un ancien employé de Cambridge Analytica, va dévoiler l'affaire de siphonnage des données au Guardian. L'affaire remonte à juin 2014, et à l'époque, des chercheurs en psychométrie de Cambridge ont développé une technique pour classer les personnes selon différents critères, en se basant sur leur like Facebook. Et cette méthode, elle intéresse beaucoup Cambridge Analytica, qui va embaucher un des professeurs de l'université en psychologie, le professeur Alexander Kogan. Celui-ci va créer une application de quiz, This is your digital life, un petit quiz de personnalité qu'on pouvait compléter en l'échange de quelques dollars. Et pour compléter ce quiz, il fallait se connecter avec son compte Facebook. Lorsqu'un utilisateur répond au quiz, le professeur Kogan récupère d'un côté les réponses du quiz, et de l'autre côté un certain nombre de données Facebook liées à l'utilisateur. Et en fait, il fait même mieux que ça, puisqu'il récupère les données Facebook de l'utilisateur et de tous ses amis. Et c'est grâce à cette technique que la collecte de données a eu une ampleur aussi énorme. Il n'y a que 270 000 personnes qui ont répondu au test. À l'échelle des États-Unis, finalement, c'est pas si énorme que ça. Mais un Américain a en moyenne 330 amis Facebook. Et tout de suite, ça fait beaucoup plus de monde. Et de fait, les données de 87 millions de comptes ont été récupérées. Sachant qu'il y a environ 330 millions de personnes aux États-Unis, ça fait beaucoup de monde. Le truc le plus fou ici, c'est que ce qu'Alexander Kogan a fait, c'est pas une fraude. C'est pas servi d'une faille de sécurité ou de quelque chose de ce genre. En fait, tout ça était autorisé par Facebook en 2014. Et d'ailleurs, on peut très bien imaginer que d'autres applications utilisant Facebook aient usé du même principe et récolté les données utilisateurs de millions de personnes. Aujourd'hui, Facebook est bien plus vigilant et ils ont retiré notamment dès 2015 la possibilité de collecter les données d'amis d'utilisateurs. Et à l'occasion, ils ont d'ailleurs demandé à Alexander Kogan et à Cambridge Analytica d'effacer les copies des données collectées selon ce procédé. Ce à quoi ils auraient répondu « T'inquiète cousin, c'est fait ». À peu près. Mais les données n'ont pas été effacées par Cambridge Analytica. Oupsie. Ils les avaient achetées pour plusieurs centaines de milliers de dollars auprès de Kogan et ils avaient certainement l'intention de les utiliser et de bien les utiliser. Et en effet, elles ont certainement servi de base à leur méthode de communication durant les multiples campagnes dans lesquelles ils ont été engagés. La suite est assez confuse. En mai 2018, Cambridge Analytica annonce une faillite, et SCL, la société mère, la suit peu de temps après. Cependant, ces deux sociétés ont été acquises par Emerdata Limited, une autre filiale de SCL, dont le conseil d'administration est très ressemblant. Son CEO, Gillian Wetland, assure que les données de Cambridge Analytica n'ont pas été récupérées. Mais ce n'est pas l'avis de David Carroll, un professeur américain à l'origine du film The Great Hack, qui parle du scandale de Cambridge Analytica. Ce dernier pense que Emerdata Limited est un bouclier médiatique pour Cambridge Analytica et SCL. Et on est certes en droit de se poser la question. Surtout lorsqu'on sait que le professeur Carroll avait demandé ces données dès 2016, soit 2 ans avant que le scandale éclate au grand public. Le type avait des intuitions plutôt fiables. Mais rien n'est prouvé. Je vous laisse vous faire votre avis sur cette affaire. Une des questions que je me suis posée en commençant mes recherches pour cette vidéo, c'est est-ce que Cambridge Analytica a vraiment eu une influence sur les votes dans les campagnes auxquelles elle a participé? Et si oui, est-ce que les données Facebook ont eu un intérêt pour eux? Tout ça, c'est pas sûr du tout en fait. On pourrait penser que oui, à cause du prix qu'ils ont été prêts à payer pour les données et de l'énorme scandale qu'il y a eu autour de tout ça. Mais en fait, c'est pas prouvé. Et pour répondre, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu plus en détail les méthodes de Cambridge Analytica, notamment du point de vue de la science des données. Après l'enquête This is your digital life,
Cambridge Analytica se retrouve avec un jeu de données en deux parties. D'un côté, 87 millions de profils Facebook. Pour simplifier, et parce qu'il semblerait qu'ils aient utilisé principalement les données liées aux likes, on va mettre ces données sous la forme d'un tableau, comme un grand tableau Excel. Dans ce tableau, chaque ligne représente un utilisateur, et chaque colonne représente, disons, une page Facebook. On va donc remplir le tableau en fonction des likes de chacun. Disons qu'on a 3 utilisateurs et 3 pages. On peut alors mettre des 1 et des 0 pour représenter les likes des utilisateurs. Un 1 signifiant qu'un utilisateur aime une page Facebook, et un 0 le fait qu'il ne l'aime pas. Par exemple, le tableau suivant représente la situation où l'utilisateur 1 aime la page A et C, l'utilisateur 2 aime la page B et C, et l'utilisateur 3 n'aime que la page B. De l'autre côté, on a, pour 270 000 personnes, celles qui ont répondu à l'enquête, les profils de personnalité. En l'occurrence, This Is Your Digital Life évalue les personnes selon le modèle Big Five Personality Trait, qui mesure les humains selon 5 points. Ouvert contre fermé, consciencieux contre non consciencieux, extraverti contre introverti, agréable contre désagréable, et neurotique contre non neurotique. Pour chacun de ces points, les humains sont mesurés via un pourcentage, qu'on peut convertir en un nombre entre 0 et 1. Le but de Cambridge Analytica va d'abord être de trouver ce profil de personnalité pour tous les 87 millions d'usagers. Pour cela, ils peuvent par exemple mettre en place un modèle d'apprentissage supervisé. Celui-ci va prendre pour exemple les 270 000 personnes et essayer de généraliser aux 87 millions de personnes. Je ne rentre pas plus dans les détails à ce niveau-là, mais si ça vous intéresse de savoir comment c'est fait, je vous renvoie vers cette vidéo de Science for All. Après cela, Cambridge Analytica va essayer d'inférer quelles opinions politiques les personnes ont en fonction de leur profil de personnalité. Et aussi, essayer de déterminer quel type d'annonces vont les impacter le plus. Voici un exemple avec un autre homme politique, John Bolton, dont Cambridge Analytica a conçu la campagne pour les midterms de 2014. Il s'agit de 2 vidéos de communication dans lesquelles John Bolton incite les personnes qui regardent à voter pour Tom Tiller en tant que sénateur de la Caroline du Nord. Cependant, si le fond du message reste le même, l'argumentation est très différente pour les 2 spots. Pour les personnes dont la caractéristique principale est agréable, le résumé du message est « Un monde plus sûr pour nos enfants ». Dans le deuxième spot, prévu pour les personnes plutôt extraverties, le résumé est « Nous voulons Tom comme leader ». Ces exemples montrent que le même message peut prendre des formes très différentes en fonction des personnes à qui il s'adresse. Après avoir conçu les différents spots publicitaires pour les différents publics, Cambridge Analytica va les diffuser en utilisant Facebook. En effet, sur la plateforme, on peut cibler son public en fonction des pages likées. Et ça, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ces précisions sur le processus étant faites, on peut s'atteler à la question de fond: est-ce que les données ont vraiment fait la différence pour Cambridge Analytica? Et la question est clairement pas évidente. Leur campagne principale, ça a été le Brexit et la campagne de Donald Trump au cours de l'élection présidentielle de 2016. Et en réalité, certains experts s'accordent à penser que l'influence a été assez minime pour un certain nombre de raisons. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'étapes et que chacune de ces étapes est difficile et donne donc un résultat mitigé. Il est difficile de trouver le profil de personnalité de quelqu'un à partir de ses likes Facebook. Il est difficile de trouver les opinions de quelqu'un à partir de son profil de personnalité. Et il est difficile de concevoir un message adapté à un certain type de personnalité. Et ce que je veux dire, c'est que, puisque c'est difficile, à chacune de ces étapes, on va avoir une certaine marge d'erreur. Et le problème, c'est que ces marges d'erreur, elles vont se cumuler, et finalement, le message final, il sera peut-être plus impactant du tout. Un autre argument qui est avancé, c'est que la technique que Cambridge Analytica utilise, elle a été développée pour la publicité. Et influencer les personnes pour leur faire acheter un produit, ou les influencer pour faire changer leurs opinions politiques, c'est 2 choses qui sont finalement assez différentes. Mais en fait, on est incapable de mesurer l'influence que Cambridge Analytica a eue au cours de leur campagne politique. Il est probable que cette influence ait été négligeable, mais on ne peut rien dire de plus. En sachant ça, on peut être amené à se poser la question: pourquoi est-ce que cette affaire a fait autant de bruit? Pourquoi est-ce que Facebook a écopé de 4 milliards de dollars d'amende? Pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé? Pourquoi est-ce que le hashtag Delete Facebook a été en tendance pendant un certain temps? Pourquoi cette affaire a eu autant d'influence? Ce que Cambridge Analytica a démontré, c'est qu'il est très probable que de grandes bases de données utilisateurs soient échangées entre différents acteurs sans que les utilisateurs ne soient au courant. D'une certaine manière, c'est pas vraiment un scoop, mais Cambridge Analytica est une preuve tangible que c'est le cas. Et bien sûr, si Cambridge Analytica a réussi à le faire, beaucoup d'autres peuvent le faire.
Ces données en liberté, c'est principalement un problème pour nous les utilisateurs, pour un certain nombre de raisons. Et c'est pour ça que les États se dotent de lois pour nous protéger. Au-delà de ça, je trouve que Cambridge Analytica nous questionne dans notre manière d'utiliser les réseaux sociaux. Et c'est peut-être un lieu commun, mais ça me paraît important d'en parler. Et plutôt que de le développer dans cette vidéo, je vous renvoie vers le film Derrière nos écrans de fumée, qui est excellent et qui parle de ce sujet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. En ce moment, je suis un peu en recherche au niveau du format des vidéos, et il y a beaucoup de sujets dont j'aimerais parler, mais je m'interroge sur la meilleure manière d'en parler. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et on se revoit dans une prochaine vidéo.